Là, j'ai record. Donc là, ça fonctionne. Du coup, clap. Même si c'est pas utile parce que c'est sur OBS, mais, mais parfait. Mais du coup, bonjour à toutes et à tous. J'ose espérer que vous portez à merveille. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière sur la chaîne puisque je ne suis pas tout seul. Et si je ne dis pas de bêtises, en termes de vidéo pure, c'est la première fois que je reçois un invité sur la chaîne. Et quel invité? Eddie Ogba, animateur, plus précisément en anglais. Alors, je n'ai pas le terme français, mais Senior Character Animator, si je ne dis pas de bêtises. Je suis, sache-le, très 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 honoré de t'avoir sur la chaîne et j'espère que tu vas bien, bien évidemment. C'est la première question, comment tu vas? Ah, je vais super, merci beaucoup de l'invitation. Et c'est moi qui suis honoré d'être sur la chaîne et de pouvoir parler avec toi. Et justement, pourquoi est-ce que tu es là? Il faut rappeler que tu as bossé bon, sur beaucoup, beaucoup de projets en animation, parce que oui, donc tu travailles dans le milieu du cinéma et plus précisément dans le milieu de l'animation, et on y reviendra avec les différentes questions. Mais c'est vrai que bientôt, sur nos petits écrans français, nous avons le film Lightyear, en français Buzz l'éclair, qui sortira donc le 22 juin en France. Et c'est vrai que tu as participé à ce film-là, et on y reviendra. D'où le fait que, justement, tu sois sur la chaîne, sachant que ce n'est pas le seul projet qui arrive avec ce petit bonhomme. Me permets-tu de t'appeler de temps en temps le petit bonhomme? Parce que c'est... Peut-être que je prends trop Ça mes aises, je marche. suis désolé. Non, vas-y, Parfait. avec plaisir. Parfait. Je voulais commencer cette interview en te posant quelques petites questions sur ton parcours scolaire, puisqu'il est vrai qu'en soi, on a un point commun, c'est qu'on a fait la même école de cinéma, on a fait donc l'ESRA, Oui, c'est vrai. Mais ouais. après, il y avait du coup deux... Enfin, moi, j'ai fait plus scénario, réalisation, et toi, du coup, plus du côté animation. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter comment est-ce que l'école t'a aidé pour justement trouver ta voie ou est-ce que ça arrivait avant? Est-ce que c'est plus le côté justement avec les stages, etc. Est-ce que tu peux nous raconter justement ton parcours? Ah, ah oui, alors, bon, une fois qu'on rentre alors moi j'ai fait l'ESRA et donc il y a la section superphographe. Je ne sais plus si elle existe maintenant, peut-être ça s'appelle Il- ESRA 3D. Et en gros, c'était le domaine un peu, tout ce qui était film d'animation, effets spéciaux, tout ça. Moi, en rentrant dans cette école, je savais déjà que je voulais faire de l'animation et vraiment être animateur. Et avant ça, j'avais fait une autre école. J'avais fait une année à Émile Cole, donc Mhm. c'était à Lyon. Et c'était plutôt une école de dessin, d'illustration, aussi de dessin animé 2D. Et c'est là-bas en fait que j'ai découvert le dessin animé mais 2D, donc dessiné feuille par feuille, etc. Et c'est là-bas où je me suis dit, ah, c'est trop bien. Et après, j'ai fait une école de 3D. Mais avant ça, oui, je savais que je voulais être dans un métier artistique où on racontait des histoires. Moi, je suis Mhm. fan de manga, de bande dessinée, tout ça. Donc, j'ai toujours voulu faire ça, raconter mes propres histoires, dessiner et tout. Et ensuite, oui, l'animation, j'ai découvert l'animation donc à Emile Cole, l'animation 2D. Et ensuite, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je fasse aussi de l'animation 3D. Donc après, j'ai fait le cursus complet à l'ESRA. Sachant qu'en général, dans les écoles françaises, on apprend quand même tout, enfin, on apprend Mhm. quasiment tous les métiers, quoi. Alors, on apprend tous les métiers, on n'est pas professionnel dans tous les métiers, mais on commence par le grand panel de tous les métiers de l'animation dans le cinéma d'animation. Et ensuite, c'est peut-être en dernière année qu'on commence à se spécialiser. Moi, je savais direct que je voulais faire de l'animation 3D. Et, euh, et oui, l'école aide dans le sens où c'est bien parce qu'on a quand même une super vision, enfin une vision très large Mhm. du cinéma d'animation. Il y a certaines écoles en ligne, notamment où c'était vraiment spécifiquement que sur la modélisation, que sur l'animation. Et tu deviens super fort parce que tu es Ouais. professionnalisé. Alors que dans notre école, c'est peut-être un peu plus théorique, c'est un peu plus large. Mais sur du long terme, j'ai l'impression que ça nous aide un peu plus parce que du coup, il y a cette petite culture française quand même oui, on connaît la bande dessinée, on connaît le cinéma d'animation, on connaît, il y a aussi, il y a une grande scène artistique en France, il y a une grande histoire artistique aussi en France. On connaît donc du coup le jeu d'acteur, le dessin, la mise en scène, les lumières. Donc tous ces petits trucs, moi je serais incapable de faire d'autres métiers que l'animation, Mhm. dans le cinéma d'animation, mais du coup, sachant que j'ai eu cette formation, ça m'aide à être un meilleur animateur, j'ai l'impression. Donc ça, c'est pas mal. J'ai fait un stage qui a, ça a lancé ma carrière, quoi.
voilà, c'est grâce à ce stage-là, ce petit stage que j'ai fait pour une petite boîte qui travaillait pour une série sur France 3. Mhm. Je suis sûr que personne n'a vu. Et je travaillais avec un animateur qui s'appelait Vivien Guiraud. Il avait besoin d'un stagiaire parce qu'il y avait énormément de boulot. Mhm. Il était tout seul à le faire. Et j'ai passé 6 mois, donc 2 mois par-ci, 2 mois par-là avec lui. Et surtout, ça a été mon tout premier mentor. Donc, autant je faisais déjà un petit peu de l'animation à l'école, enfin, j'en faisais, quoi. Moi, j'étais spécialisé là-dedans, donc à chaque fois qu'on faisait des films d'étudiants, des choses comme ça, genre, je faisais de l'animation. Mais là, j'étais dans un milieu professionnel avec un professionnel et en plus, qui était adorable, c'est-à-dire qu'il ne me mettait aucune pression. Je lui disais, ouais, mais il faut que je finisse 50, tout ça. Il me disait, non, toi, tu es un bonus. Donc, moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie production, tout ça. Toi, tu prends un épisode, tu t'amuses avec, tu viens me voir, je te donne des notes, je te donne des corrections et tu apprends. Et grâce à lui, j'ai énormément appris. Donc ce stage-là m'a énormément appris et m'a aussi conforté dans l'idée de ouais, j'adore l'animation, c'est vraiment bien. Et en fait, un an après, donc ça c'était le stage de deuxième année. Ouais. Donc un an après, il m'appelle et il me dit qu'en fait lui il était à Illumination, donc qui s'appelait McGuffling à l'époque. Il ne pouvait pas être là pendant une semaine. Il avait un empêchement personnel, il ne pouvait pas être là. Mais le studio voulait absolument quelqu'un pour commencer le travail. Et lui il a dit moi j'avais un stagiaire à l'époque. Est-ce que ça vous dit, on l'appelle pour une semaine? Il peut faire le boulot. C'était plutôt simple. Enfin, pas si simple, mais c'était plutôt simple. Enfin, en tout cas, il pensait que je pouvais le faire. Et il m'a dit, voilà, ce gars-là, il peut venir juste pendant une semaine me dépanner pendant que moi, je pars et je reviens après et je reprends la suite. Et voilà. Il m'appelle, il me dit ça. Je dis, ouais, ok, pas de souci. Et gros coup de chance, quoi. C'est-à-dire que, genre, on m'appelle à McGuffling, qui était en train de finir le premier mois moche et méchant. Moi, on m'appelle sur les pubs et on me dit, voilà, c'est juste, tu vas commencer le boulot pendant une semaine, mais c'est tout et tout. Et j'ai dit, ok, pas de souci, j'y vais. Et j'y suis resté 8 ans. Donc, au final, grâce à ce petit coup de fil de Vivien, il a totalement lancé ma carrière. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière à professionnelle. C'est quand même fort parce que du coup, tu as tout enchaîné. Tu as enchaîné stage et après, directement après, tu as reçu le coup de fil du coup qui a, entre guillemets, en soi, changé ta vie. C'est un petit peu le cas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, ouais, j'y suis resté longtemps parce qu'à la fin de la semaine, du coup, on m'a dit est-ce que tu veux pas rester pour faire une autre pub? Et puis à la fin, c'était est-ce que tu veux passer sur le Lorax? Donc, le Lorax, c'était mon tout premier film d'animation avec mon nom au générique et tout. Non, ça c'était fou, ça. Le Lorax d'ailleurs, que je trouve est un des films d'animation les plus sous-estimés parce que au-delà d'être très beau visuellement, après ça reprend du coup l'esthétique de ce qu'il y a avec Illumination, etc., avec les mois moches et méchants. Un message très écologique du coup par rapport à tout ça, et c'est vrai que c'est un film d'animation qui n'a peut-être pas tant touché que ça, mais moi personnellement il m'a fait prendre conscience de certaines choses, et c'était en plus je crois que c'est un film d'animation qui du coup est adapté d'une œuvre littéraire. Ouais, c'est ça. C'est le Dr Seuss. Oui. Donc, il a écrit beaucoup de livres pour enfants, mais il est surtout connu dans le monde anglo-saxon. Donc, en fait, le film, au-delà de l'Angleterre, États-Unis, parce que je crois que lui, il était américain, Dr Seuss. Toi qui as travaillé sur Moi moche et méchant, et surtout en premier plan du coup sur le film Le Lorax, qu'est-ce que ça fait quand tu dessines quelque chose et que tu vois qu'au final ça réussit à prendre vie au cinéma? Moi, en tant qu'animateur, je dessine pas. D'accord. En tant que le métier d'animateur, nous, on dessine pas. Surtout, enfin, le métier d'animateur, genre sur un film d'animation 3D, je dis. Donc, moi, je suis pas au début du design, ou je suis pas en train de faire des petits brouillons, et puis après, boum, c'est à l'écran, c'est tout joli et tout. Le métier d'animateur en 3D, en gros, on va recevoir en fait, il y a énormément de départements. Donc, un personnage, il est designé. On va faire le design. Donc, ça, c'est du dessin, tout ça. Ensuite, on va l'emmener en modélisation. Donc, la modélisation, c'est on va comme le sculpter, mais digitalement, quoi, dans l'ordinateur. Donc, faire une espèce, en gros, une sculpture. On va le sculpter en 3D dans l'ordi. Ensuite, il y a la phase de rigging. Donc, c'est un peu mettre le squelette et les muscles. Donc, c'est-à-dire que maintenant, comment on va pouvoir le déformer? Donc, c'est quand le bras se plie, est-ce qu'il y a le biceps? Et puis là, moi, je prends un personnage humain, mais ça peut être
pour les Minions, il y a aussi un squelette, il y a aussi des déformations, il y a la bouche, il y a tout ça. Donc ça va être aussi le rigging. Ils vont travailler ensemble avec la modélisation. Il y a la texture, donc quelle couleur, quelle matière, tu vois, est-ce que la peau, le tissu, Les la poils, tout ça. ferraille, ça, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a ça, nous, les animateurs, on récupère une espèce de marionnette, du coup. On récupère, du coup, la sculpture, mais avec les muscles et les os. Et nous, on le fait bouger. Voilà. En gros, nous, notre métier, c'est de faire bouger les personnages. Mhm. Et donc, en gros, on va leur faire jouer la comédie, on va leur faire des cascades, de l'action, des choses comme ça. Donc, ouais, le métier d'animateur, donc moi, le personnage, il est déjà créé, Oui. je l'ai déjà dans ma scène. Je parle au réalisateur, donc le réalisateur me dit, bon, voilà, dans cette scène, il fait ci, il fait ça, il doit dire ça, il est content, il n'est pas content. Alors, évidemment, des fois, c'est plus spécifique que Mhm. ça, c'est plus précis. C'est genre, il est content, mais en fait, il pense que la scène d'avant, c'était pas bien. Enfin, donc, on essaye de faire ce genre d'action, ou des fois, c'est juste fais-nous marrer, quoi. Oui. Souvent, sur les Minions, c'était ça. C'était bon, là, c'est débile, il faut vraiment que ça soit rigolo, quoi. Mais en fait, un film d'animation, comment c'est créé normalement? C'est créé avec un acteur qui fait la voix avant même. Des fois, ils font même la voix avant même qu'un personnage soit créé. Donc, ils ont juste un script, ils font la voix, et ensuite, il y a toute la production, donc tous les différents départements qui vont travailler dessus et tout. Donc moi, en tant qu'animateur, j'ai déjà la voix dans Mhm. ma scène. Ouais. Donc je l'écoute, je vois ce qu'il veut dire, je vois ce qui pourrait être drôle. J'ai même des fois des effets spéciaux sonores, tu vois, des petits sons, des choses comme ça. En fonction des films, des fois, on a plus ou moins de liberté de changer, si on trouve que c'est plus drôle, si Mhm. on trouve que ça a plus d'impact, de choses comme ça, de rajouter des silences. Ensuite, on fait notre animation, genre comme si on était un peu un comédien sur un plateau de cinéma, quoi. Oui. On arrive, on a notre texte et on doit jouer. Ça, c'est comment ça se passe. Et puis après, souvent les films, bah, c'est des films américains ou des films étrangers. Et donc, ils font des versions en France. Et donc là, le film est fini. Ils envoient ça en France. Et là, il y a des doubleurs qui viennent et qui doublent par-dessus. Donc, souvent, on voit le mec parler par-dessus, genre la version finale. Mais en fait, dans la réalité, c'est l'inverse. C'est que un des films qui t'a le plus marqué quand tu étais plus jeune, du coup dans ton enfance, c'était Le Roi Lion. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer en quoi ce film il a peut-être forgé, peut-être pas la personne que tu es aujourd'hui, mais peut-être tout simplement l'animateur que tu es aujourd'hui? Je pense que c'était peut-être mon premier film au cinéma. Bon, déjà, c'est un chef-d'œuvre, c'est un super film. Et puis surtout, ouais, premières émotions, premier truc. Nous, ce qu'on regarde à la télé, c'était des dessins qui bougent. J'avais pas des dessins qui bougeaient, mais j'avais des lions qui vivaient, quoi, qui avaient leur vie, qui avaient leurs sentiments, qui pensaient et tout. Et c'était pas juste de l'illustration d'une histoire, c'était vraiment genre, je trouve que l'animation, et surtout l'animation Disney voilà, des années 90, 80, 90, ou même avant, c'était vraiment genre, ils sont passés dans un truc où on voit plus le travail de l'animateur, on voit juste des personnages qui vivent dans leur monde, dans leur écran et tout. Et c'était fou. Et puis évidemment, après, en tant qu'enfant, les musiques m'ont marqué. La fameuse scène, bah, je pense Oui. voilà, elle a marqué aussi tout le monde. Bah, du coup, voilà, c'était ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans un truc où on regardait les dessins animés le samedi matin ou le matin avant d'aller à l'école, où c'était vraiment que de l'illustration. C'était un peu du divertissement passe-temps. Et puis là, on avait vraiment quelque chose qui te marquait, quoi. Et justement, on a parlé d'animation 2D, d'animation 3D, mais est-ce que en termes littéraires, tout à l'heure, tu as parlé de manga, est-ce qu'il y a une œuvre littéraire qui t'a vraiment marqué et qui te sert encore aujourd'hui pour peut-être t'inspirer sur certaines émotions? Bah, en manga, c'est dur parce qu'en manga, moi, je les lisais surtout, je regarde pas beaucoup d'animés. Mhm. Je sais que les animés en ce moment, on grave la cote et tout, mais moi, j'ai toujours été un fervent défenseur du manga. Moi, j'adore l'œuvre originale à chaque fois. Je passe pour un élitiste à chaque fois, mais bon, moi j'adore ça. Ah, Naruto, hein. Naruto, je crois que je l'ai découvert au collège-lycée. Le volume 1 venait de sortir. Je l'avais acheté. J'ai acheté tout ce qui sortait. J'étais vraiment, j'ai une très très grande collection aux grandes dames de ma mère et de ma femme. Genre j'ai une
énorme collection de mangas, donc j'ai acheté beaucoup de mangas, et donc Naruto, je l'avais acheté et j'avais trouvé ça, c'était une petite perle, quoi. Alors après, c'est devenu Mhm. le succès qu'on connaît et tout. Naruto, en termes de mise en scène, de cadrage, et de comment raconter une histoire juste avec quelques dessins et quelques cases, assez super. C'était inspiré aussi un petit peu du cinéma, qui utilisait les grandes focales, les Mhm. fisheyes, les déformations, les trucs comme ça et tout. Et il s'était inspiré de ça. Et dans ses cases et tout, il avait mis ça, notamment pour voilà, certains personnages comme Sasuke ou Gaara. Tu vois, avec les grands yeux déformés, les trucs et tout. En fait, il avait un peu ramené le truc un peu cinématographique dans le manga, avec aussi, par exemple, des angles de vue très bas sur le sol pendant que les personnages y courent avec les pieds en grand qui déforment et tout. Non, il avait vraiment ramené un truc de fou. On oublie souvent, du coup, que le métier d'animateur, c'est pas uniquement de dessiner, c'est aussi en soi d'écrire. Parce qu'il faut. Enfin, on pense souvent aux personnages qui sont au premier plan, qui parlent, etc. Mais c'est vrai que. Et ça, je le vois surtout dans les Moi Moche et Méchant, etc. On a surtout les personnages en arrière-plan qui doivent faire vivre l'univers autour. Est-ce que toi, faire vivre ces personnages-là, ça a une connotation un peu particulière. Est-ce que justement, toi, tu as un droit de regard? Est-ce que tu as le droit un droit de liberté sur ce que peuvent faire les personnages ou non? Ou c'est vraiment aussi dirigé, entre guillemets, par le réalisateur? Alors, ça dépend des films, ça dépend des productions, ça dépend du réalisateur. Et ça dépend aussi d'où il vient, le réalisateur. J'ai travaillé avec certains réalisateurs qui étaient animateurs avant. D'accord. Donc, ils sont un peu plus pointilleux sur l'animation et sur voilà, sur le jeu d'acteur et tout. Et puis, il y en a d'autres qui viennent pas du tout de l'animation. Soit ils viennent peut-être du live action, donc du film avec des vrais acteurs, tout ça, ou soit sinon ils viennent du storyboard. Ils te font confiance en ton expertise, quoi. L'animation de foule, donc la crowd, on appelle ça comme ça. Moi, j'ai commencé comme ça sur Moi chez Méchant 2. Ouais, sur Le Lorax et Moi Moche et Méchant 2, j'ai fait l'animation de la foule derrière. Donc, il y avait un animateur qui s'occupait du personnage principal ou des personnages principaux qui parlaient. Et derrière, quand par exemple c'était dans une salle, dans une ville ou dans un restaurant, comme ça, on mettait les personnages derrière, il fallait aussi les animer. On a plus de liberté à faire des personnages en arrière-plan parce qu'au final, tu disais, il n'y a rien qui est écrit sur eux. Mm. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de texte, ils n'ont pas de dialogue, ils ont juste un design et ils ont juste leur physique, entre guillemets. Alors que par exemple, les personnages de premier plan, ils font avancer l'histoire. Donc ils ont un dialogue, ils ont une personnalité qui a été bien définie, tout ça. Un personnage de second plan, bon, ils n'ont pas vraiment de personnalité, quoi. On ne va pas développer. Ils ne développent pas le monde à ce point-là. Et il y en a plein des petites histoires comme ça, des personnes qui se draguent, des Mm. couples qui se déchirent, des gens qui se checkent pendant super longtemps, pendant toute une scène. Je crois qu'à un moment donné, il y a deux mecs qui sont en train de se checker comme ça, mais ça dure toute la séquence. Et en fait, on le voit pas et c'est super long, tu vois. Et puis après aussi, il y a un côté full. Il faut que ça soit agréable à voir à l'écran. Il faut que ça paraisse aussi euh, crédible. Je m'en souviens qu'au début, moi, je mettais les personnages, je les séparais, tu vois, pour qu'ils remplissent un petit peu l'écran. Mhm. Et la superviseure, qui est la deuxième personne aussi très importante dans ma carrière, Elisabeth Pat, qui, elle, m'a fait ramener sur le Lorax, et c'est elle qui m'a fait ramener sur les longs métrages. Elle était superviseure de la crowd, et elle m'a appris énormément de choses. Genre, en gros, plein de trucs d'observation. C'est-à-dire, il y a personne qui se balade dans la rue les mains ballantes comme ça, quoi. Tout le monde a soit un sac, soit les mains dans les poches, soit un téléphone, soit un accessoire, un truc comme ça, un truc de Starbucks, un truc comme ça. Et en fait, moi, au début, c'était bon, je vais me mettre un mec qui marche et il est comme ça. Et en fait, c'est hyper rare un gars qui regarde pas sa montre, qui ne Mm. check pas son téléphone, tout ça. Encore une fois, tu vois, genre, on n'est pas juste dans quelque chose qui illustre Mm. le film, on est dans un vrai monde. Comme tu viens de le dire, on les voit au premier plan, mais c'est vrai qu'on fait pas forcément attention à ce qu'il y a derrière et tout. Et c'est vrai que sans ça,
bah, il manque, comme tu l'as dit, de crédibilité, ça manque de cohérence et bah, Ouais, tu ouais. t'es vite sorti du film parce que tu dis: «Mais je rentre là-dedans», comme tu l'as dit pour mon Monstres et compagnie, je rentre dans un monde où il y a des monstres, mais en soi, s'il y a pas tant de monstres que ça autour de mes personnages principaux, bah, j'y crois pas spécialement et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'on n'y fait pas forcément attention aux premiers abords, mais ça il y a tout un processus derrière de création qui est hyper intéressant pour la cohérence de tout l'univers et ça, je trouve ça dingue, Ouais, ouais. personnellement. Et ce qui est, en fait, dans nos métiers, mais même, je dirais, dans presque tous les métiers, on doit voir que c'est naturel. Et donc, en fait, quand tu es dans un film et que tout te paraît naturel, bah, c'est là où tu as gagné parce que, en fait, tu vois pas des gens qui ont travaillé dessus et qui ont fait des efforts ou qui ont fait ci ou qui ont fait ça. Et en tant que public, tu n'as pas à analyser plan par plan en disant pourquoi ce film est bien ou pourquoi Mmh. ce film est pas bien, tu vois. Ça, c'est un peu genre les gens, soit qui aiment, qui sont passionnés, soit qui sont critiques, ou soit qui sont professionnels, qui vont faire ça. Mais le public, lui, il va juste voir un film, il va pas dire ouais, je l'ai pas aimé pour ci ou pour ça. Il va juste dire ah, il y a quelque chose qui était, je sais pas, ça m'a pas pris, quoi. Ça a Ouais. l'air vide ou quelque chose comme ça. Et il y a des films d'animation, je vais pas les citer, mais il y a des films d'animation où genre des fois, en fait, tu vois et tu vois que la ville, elle est vide, Ouais. elle est totalement vide, quoi. Et, euh, et, et je dis pas que c'est le plus important, mais ouais, quand t'as un univers, un truc, et encore une fois, tu dois pas les voir. Mmh. C'est-à-dire que tu dois le ressentir, mais tu dois pas le voir, tu dois pas le noter, tu vois. Tu dois pas te dire genre ah il y a des gars derrière qui font ci, qui font du breakdance, qui font ça et tout. Tu dois pas voir. Mais ouais, c'est ça le plus dur, c'est C'est rendre mettre le beaucoup naturel d'efforts. naturel, en fait, c'est ça? Rendre Ouais, ouais, le c'est ça, mettre beaucoup d'efforts dans quelque chose qui à la fin va peut-être pas forcément se voir, mais du coup va peut-être se ressentir. mmh, Et quand tu fais ça sur tout le film, et parce que moi je parle que de l'animation, mais ouais. tu t'imagines bien que par exemple, toi, tu as travaillé sur ton décor et tout, tu Mmh. vois. Bah, il y a des artistes qui ont travaillé sur, Exactement. les décors, les textures, quelle couleur, quelle scie, quelle lumière. Parce que du coup, comme tout est créé dans la... En fait, c'est ça un petit peu qui est magique, c'est que comme tout est créé, tout est décidé. C'est pas comme si tu arrivais et tu disais bon, je vais tourner je vais tourner dans une ville. Bon, bah, je suis obligé de faire des repérages, de voir ah ça, il y a un truc intéressant, tout ça. Ça peut être bien aussi, mais là, c'est tout est créé, donc tout est fait délibérément. Je voulais, du coup, pour la prochaine question, te lire, du coup, des paroles de Orelsan, qui, dans sa chanson Note pour trop tard, a dit précisément, en gros, tous les trucs où les gens disent tu perds ton temps, faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime. Est-ce que c'est un peu le ressenti que t'as concernant ce métier qui est, entre guillemets, pour la grande partie de la population comme étant différent de ce qu'on peut trouver. Est-ce que tu te reflètes là-dedans? Est-ce que justement tu te dis que, pas forcément que tu as de la chance, mais que tu as travaillé pour ça et aujourd'hui tu l'as? En fait, c'est dur d'évaluer la situation de chacun, tu vois. Mhm. Je sais que, alors c'est une phrase très bateau, et souvent on a posé la question, c'est quoi pour faire une carrière dans le cinéma d'animation, mais je pense que c'est pareil partout. Et genre, à chaque fois, tu réponds, mais vraiment, enfin, moi je trouve que c'est vrai, il faut aimer ça. Parce que, en fait, il faut aimer ça parce que, bah, comme il disait dans sa chanson, c'est genre, bah, en fait, tu as passé du temps dessus. Donc, en fait, tu as passé du temps dans un truc que tu aimes parce que ça t'a fait plaisir, parce que tu ne le vois pas comme un travail. En tout cas, quand tu le fais au début, tu ne le vois pas comme un travail, parce que quand tu dessines quand tu es petit, tu ne dis pas il faut que je finisse ce dessin pour demain parce que c'est un devoir ou un truc comme ça. Tu dessines parce que le fait même de dessiner, tu aimes bien, et après la récompense d'avoir ton dessin à la fin et de le montrer et que les gens te complimentent dessus, bah aussi ça te pousse, donc ça te fait plaisir. Malgré tout, en fait, c'est du travail, tu vois ce que je veux dire, genre Oui. en gros, sans t'en rendre compte. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que genre tu t'en rends pas compte que si tu travailles et que c'est des efforts, tu vois, parce que t'es pas juste tu prends plaisir à dessiner, comme tu prendrais plaisir à jouer à un jeu vidéo ou à faire ça. Et puis à un moment donné, après la notion de hobby et de travail, tu vois, c'est différent. Après, quand tu as un travail, bah, j'imagine que tu as un peu des obligations, quoi, Oui. des obligations professionnelles. Et que peut-être que du coup, des fois, tu perds un petit peu le côté plaisir. J'imagine qu'un joueur de foot, bon, bah, il joue au foot tous les jours, donc tout le monde dit c'est trop bien et tout.
mais peut-être qu'en fait, des fois, ça le saoule, des fois, il a envie de faire autre chose. Et puis, en fait, y a pas, des fois, c'est pas juste jouer entre potes, des fois, c'est répéter des bases, répéter des trucs et tout. C'est à peu près pareil avec le dessin. Moi, tout le dessin que j'ai fait genre, pendant toute mon enfance, adolescence jusqu'au lycée, c'était vraiment le truc un peu plaisir. Et puis quand tu arrives à l'école, on te forme un peu à genre, bon, maintenant, il faudra faire aussi des trucs que peut-être vous n'avez jamais fait, vous n'aimez pas, mais il faudra réviser des gammes. Et c'est pour ça que souvent, dans les studios d'animation, souvent, et notamment à Pixar, c'est faites-vous plaisir. N'oubliez pas que genre, on fait ce métier parce que ça nous fait kiffer, quoi. Parce que le fait de le faire, c'est trop bien. Et le fait d'avoir la récompense à la fin, c'est-à-dire de montrer ça aux gens et tout, c'est trop bien aussi. Donc, il y aura une récompense à la fin. Pendant que vous le faites, c'est trop bien. Il y a aussi le côté critique. Quand je fais du foot ou que je fais mes petits dessins pour moi, je le montre à mes potes, je le montre à ma mère. Ils sont plutôt gentils, ils me disent que c'est bien, continue, je suis content. Côté professionnel, c'est pas tes potes, c'est pas ta mère. Tu vois, genre, les mecs, s'ils te disent que c'est pourri, c'est pourri. Et en fait, c'est pour ça aussi qu'il faut aimer ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu commences, t'es pourri. Tu vois, quand tu commences, t'es pas très fort dans plein de. Enfin, j'imagine que tout le monde, si on voit leur début de carrière, et même sur YouTube, tu vois, des fois, tu vois les anciennes vidéos. Il y a un moment donné, il y avait des toutes premières vidéos de Squeezie et tout, tu vois. Genre aujourd'hui, tu vois qu'il fait des super vidéos trop bien et tout. C'est trop bien produit, c'est trop rigolo, il y a un bon montage et tout. Enfin, tu vois, genre, tout est parfait. Tu te dis, ah non, le gars est trop fort et tout. Et tu regardes ces toutes premières vidéos, beaucoup tu vois, les blagues et ça. Mais du coup, comme il aimait bien faire ça, et même s'il se prenait des critiques, ça l'a fait avancer. Et c'est parce qu'il a fait ça qu'il est monté. Et moi, c'est pareil. Mes premières animations, elles sont vraiment pétées, quoi. J'ai regardé mes animations en sortant d'école. Oh là là, je sais pas, je m'embaucherai pas aujourd'hui, quoi. C'est parce que aussi j'aimais bien faire ça et à un moment donné, tu as conscience aussi que tu es un peu nul, mais comme tu aimes bien le faire, c'est pas grave, quoi. Là, je vais passer du coq à l'âne, puisque on l'a pas encore évoqué, et c'était le moment où je voulais l'évoquer, c'est que tu as quand même reçu plusieurs distinctions, mais tu as surtout reçu un Oscar pour le film Spider-Man Into the Spider-Verse. Comment est-ce que tu as réagi quand tu t'es dit, j'ai un Oscar? Qu'est-ce que ça t'a procuré comme émotion et Ouais. comment t'as réagi? Ah, mais non, c'était fou. Mais déjà, c'est pas moi qui ai reçu un Oscar, Bien c'est le sûr, film qui c'est a reçu tout un le film, Oscar. bien sûr. Donc, voilà, on partage ça tous ensemble et tout. Mais pareil, tu vois, genre par exemple, l'Oscar, pour moi, c'était un truc c'était un peu hors de portée. Parce que concrètement, il n'y avait que les Disney et les Pixar ces dernières années qui l'avaient eu, par peut-être un Miyazaki de temps en temps, tu vois. Donc c'était vraiment un truc genre, waouh, c'est très très loin. Tu vois, être à Disney ou à Pixar pour en avoir un, on a décidé avec ma compagne de partir, de tenter de voir autre chose. Elle avait toujours aussi voulu vivre à l'étranger, découvrir d'autres. Elle avait vécu aussi en Italie, donc du coup, elle aimait bien aussi un peu cette vie d'expatrié. Et moi, je sentais qu'il était peut-être temps aussi de partir, de tenter autre chose que Illumination. J'avais été contacté par Sony, donc, qui est à Vancouver, au Canada. Ils m'avaient interviewé pour 2 films, pour donc, le projet Spider-Man et un autre film Smallfoot. Je me dis, ouais, ça va être une super expérience. Et puis, je connaissais des gens qui étaient partis de Illumination, qui étaient allés à Sony et tout, donc ils m'en parlaient en bien. Donc t'étais Donc, pas j'ai dit, ah, totalement dans l'inconnu. non, voilà, j'étais pas dans l'inconnu. En revanche, j'étais totalement dans l'inconnu sur Spider-Man. Oui, C'est-à-dire que avant que tu commences, enfin, le gars ne te dit pas on va gagner l'Oscar, tu vois, genre, parce que lui-même ne le sait pas et il sait pas comment ça va être et tout. Mais je sentais que le directeur d'animation, il avait une espèce de passion pour ce projet. Il était hyper enthousiaste, tout. Genre, il était à fond. Il a dit, bon, c'est quelque chose qui a jamais été fait avant. On va essayer de faire un truc un peu spécial et tout. Ça change un peu de l'animation dont on a l'habitude, tu vois, avec des jolies poses où c'est genre tout fluide et tout, tu vois. Il a dit, voilà, ça sera un truc un peu plus à la comic book. Puis après, là, ça sera le nouveau Miles Morales, donc ça sera pas Peter Parker, tout ça. Il m'avait vraiment intrigué dans le côté, ça sera un challenge. Et du coup, en fait, c'était marrant parce que quand j'en parlais au début, c'était vraiment genre, tu vas où et tout, je vais à Sony, ah ouais, et je vais travailler sur un film d'animation Spider-Man. Ah, un autre film Spider-Man. Il y avait déjà
6 films qui étaient sortis, je crois, un truc comme ça. Et puis après, en plus en animation, mais et c'est vrai que genre c'était pas le projet. C'était un projet fou parce que c'était Spider-Man. Je ne savais pas c'était quoi la cible. Tu vois, genre, est-ce que c'est les enfants, est-ce que c'est les adultes? Parce que les adultes, ils vont se dire, ben, ça sert à quoi d'aller voir un film Spider-Man alors qu'on a déjà les films. Et en plus, là, ils venaient de relancer la licence avec Tom Holland. Oui. Donc, en fait, je crois que le Homecoming, il venait de sortir ou il allait sortir. Il y avait un côté où, en fait, on ne savait pas trop pour qui ça allait être. Alors, travailler dessus, c'était génial parce qu'il y a eu plein de nouvelles techniques développées et tout pour justement coller à cet univers et tout. Mais en même temps, c'était très dur parce que genre t'avançais vraiment à l'aveugle, quoi. Mhm. C'est genre tu savais pas si ça marchait, tu savais pas si le public allait aimer ou pas. Même toi, des fois, t'étais pas sûr de tes choix, tout ça, tu vois. Alors une fois que je savais que j'allais dessus, j'avais lu les Miles Morales, du coup, qui sont un petit peu différents quand même du film. Et même au niveau visuel et dessin, tu vois, c'est pas du tout pareil. Mais j'aimais bien ce nouveau Spider-Man, quoi. Moi, j'ai pas mal, pour une scène notamment, une scène de Miles qui est en train de courir et qui se fait renverser par le taxi. Je sais Oui. pas si tu Oui, as vu. totalement, je l'ai en tête. Bah, pour le coup, j'avais regardé des animés et j'avais notamment regardé One Punch Man. Et Mhm. dans un animé, à un moment donné, en fait, il saute par-dessus des mecs et tout. Et en fait, bah, je m'étais calqué un peu là-dessus. Je me suis dit, ah ouais, ok. Donc, quand il saute là-dessus, je crois qu'aussi, il y avait une vidéo d'un skater qui se faisait renverser par une voiture et qui faisait un espèce de tourbillon comme ça. Donc, tu vois, je suis allé piocher un Oui, petit peu tu t'inspires de mes tout. références, mes références par-ci, par-là. Après, généralement, moi, proche de la sortie du film, j'essaie de ne pas voir le film en étapes parce que je me dis, je préférais le voir fini au cinéma et tout. Et quand je l'ai vu au cinéma, monté, tout rendu et tout, avec la musique, les trucs et tout, j'étais genre, c'est un truc de fou, quoi. Je sais que tu as eu la chance d'aller à Emeryville, du coup au siège de Pixar. Toi qui es fan d'animation, de romans graphiques, de manga, tout ça, qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver là avec des Buzz l'éclair en taille réelle? Enfin, qu'est-ce que ça fait? Ouais, c'était fou. C'est vraiment un rêve de gosse. J'étais vraiment genre un enfant qui va la première fois à Disneyland, quoi. Mhm. C'était vraiment. Et encore, c'est même encore mieux que ça, parce qu'un enfant qui va à Disneyland, il sait pas que Disneyland c'est bien. Moi, j'ai rêvé de Pixar depuis que je suis tout petit, depuis que je fais ce métier. Encore une fois, moi, j'avais jamais envisagé Pixar enfin, quand j'étais petit, parce que ça me paraissait loin, tu vois, les Mhm. ordinateurs. Faire ton programme informatique, tout ça, etc. Tu vois. Donc, moi, j'étais plus sur le dessin et raconter les histoires. Tous les Pixar ont changé le game, quoi. Tu vois, je parlais de Spider-Verse qui techniquement, il a apporté quelque chose et tout. Mais Pixar, c'est tous les ans, quoi. C'est chaque film. Chaque film, ils apportent quelque chose de nouveau. Donc, quand tu es petit, même Toy Story, moi j'étais plus intéressé par le dessin, donc j'étais un peu plus genre sur les Disney avant et tout, mais quand Toy Story est arrivé, l'histoire, elle était folle, quoi. Ouais. C'est-à-dire, genre, ça a ouvert un imaginaire qui était fou. Et après, Monstres et compagnie, pareil, Le Monde de Nemo, les Indestructibles, Wall-E. Enfin, quand j'ai commencé à vraiment faire des études, à m'intéresser à ça, oui, là, tu vois que ouais, Pixar, c'est au-dessus. Et puis après, quand tu es professionnel, bon, bah là, ça devient. Enfin, moi, c'était mon but déjà quand j'ai commencé l'animation 3D, c'était waouh, Wall-E, quoi. Moi, à l'époque, j'avais la carte illimitée au Mhm. cinéma et tout. Je crois que Wall-E, je suis allé le voir au moins 7 fois, un truc comme ça. Mais 7 fois, à chaque fois différent. Première fois en tant que spectateur, deuxième fois en tant que spectateur, troisième fois, bon, bah, l'animation, quatrième fois, j'essaie de voir comment a été structuré le truc. Enfin, tu vois, genre des trucs comme ça. Euh, donc, quand finalement j'y suis, parce que moi je travaille en télétravail Mhm. pour ça. Donc, pour l'instant, je suis toujours à Vancouver et puis peut-être plus tard, à la fin de l'année, je déménagerai là-bas et tout. Tu y vas, tu les rencontres et puis finalement, tu es dans la grande salle que tu vois tout le temps dans les making-of, que tu vois tout le temps et tout, où tu te dis, les making-of, c'est un peu truqué, c'est un peu, tu vois, ils te vendent du rêve et tout. Non, C'est la vraie vie. c'est exactement pareil. Genre, alors, les salles où ils te vendent, genre, tu as des pièces secrètes derrière, tu as des escaliers, des trucs comme ça et tout. Je dis, ouais, moi, je pense qu'il doit y en avoir un. Et genre, ils font tout leur making-of dessus et tout. Non, 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 non. Il y en a partout. Il y en a pas. C'est incroyable. Il y a des histoires, mais partout.
pour le coup, le côté professionnel, tout ça, bah, tu oublies. Là, tu es juste un enfant qui adore ce que tu fais. Tu vois, genre, tu es là, tu te dis, ah, c'est incroyable. C'est incroyable d'avoir vu un film à 8 ans bah, 35 ans, 27 ans plus tard, tu vois, genre, tu te retrouves à animer un personnage comme ça mythique. Tu sais que les gens l'attendent. Tu sais qu'il y a plein de gens qui sont fous de ça, et toi, tu as la chance de travailler là-dessus. Donc, il y avait un espèce de côté, genre, bah, il y a être à Pixar, c'est un accomplissement. Enfin, moi, c'était mon rêve, vraiment mon rêve. Je sais pas, il y en a, c'est aller sur la Lune, être sélectionné en équipe de France. Moi, c'était genre être à Pixar, tu vois. Donc, devenir un animateur Pixar. Et en plus, il y a le côté bah, c'est Buzz l'éclair, quoi. En plus. C'est-à-dire que genre ils font le film Buzz l'éclair et tout. Et, donc, voilà, il y a les deux comme ça ensemble Non, c'était vraiment c'était une période superbe. C'était vraiment genre trop d'émotions. Moi, je suis admiratif vraiment de ton travail, c'est fou. Parce que bah, du coup, Merci. moi, je sais ce que tu as fait, bah, après, bah, de très loin en soi, parce que je ne l'ai pas vécu, mais de voir que bah, tu es là. Parce qu'en fait, du coup, je m'identifie vachement à ce que tu as pu vivre, dans le sens où toi, tu as découvert Pixar bah, comme plein de gens avec Toy Story, et là, tu bosses, comme tu l'as dit, sur un film spin-off, entre guillemets, d'un personnage qui était dans le film que tu as découvert avec Pixar. Et tu travailles pour Pixar. C'est vraiment, c'est un parcours. Bon, je te le dis, entre nous, je sais pas si je vais le garder, mais vraiment, t'es une source d'inspiration pour beaucoup et pour moi vraiment Ah, c'est énorme. gentil. Parce que je me dis, t'es talentueux et tout, et t'y es arrivé. Du coup, vraiment, des fois, ça me booste en me disant, oh, c'est con, hein, mais je me dis, Eddie, il a réussi à faire ça. Pourquoi est-ce que moi, dans mes objectifs, je vais faire comme lui, je vais me donner à fond dans tout ce que je fais. C'est pour ça aussi, du coup, les paroles d'Orelsan, ça me donne aussi, ça résonne aussi un petit peu. C'est que ça me booste en fait dans ce que je veux faire. Et c'est, bah merci, voilà, tout simplement. Parce que ça me force aujourd'hui à faire au fur et à mesure mon travail aujourd'hui et un jour d'atteindre mes objectifs comme toi, tu as atteint tes objectifs aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Ah, non, mais ça fait grand plaisir. Et j'ai pris des étoiles plein les yeux là. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un billet direction les États-Unis pour aller au siège de Pixar et dire engagez-moi, c'est tout, vous n'avez pas le choix. En tout cas, Eddie, merci beaucoup à toi, merci d'avoir répondu à ces petites questions. Je rappelle évidemment que tu as travaillé donc pour Buzz l'éclair qui sort au cinéma le 22 juin en France et vous avez également des avant-premières en ce moment même parce que cette vidéo sort le week-end juste avant la sortie du film. Donc encore merci beaucoup à toi et tu es ici chez toi réellement. Si tu veux venir sur n'importe quoi, tu me dis, il n'y a aucun souci. Avec plaisir. Non, c'était génial de pouvoir parler de ça avec toi et tout. Un passionné de Pixar. Moi, je regardais tes vidéos et tout, j'adore. Donc, c'est trop bien de pouvoir partager ça avec toi. Alors sachez qu'il n'y a pas réellement de fin à cette vidéo parce que dans la continuité de la conversation, après, on en a oublié l'outro et on a parlé pendant près d'1 heure et demie. Donc je vous remercie d'avoir été présent pendant toute cette demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas, au moment où je tourne cette vidéo. Et je rappelle encore une fois que Buzz l'éclair sera disponible en France, dans nos salles obscures, le 22 juin 2022. Donc foncez pour aller le voir, sachant que sur la chaîne, il y aura énormément de petites vidéos en lien avec ce film. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, ou comme le dirait Buzz l'éclair, vers l'infini. Vous voulez que je tire sur votre doigt? Tombe pas dans le piège. Non, c'est pas ça. Oh, désolé, c'était un truc qu'on faisait toujours avec ta grand-mère. Charmant.